Bonjour Fabienne. Bonjour Amélie. Alors, on a décidé de se faire une petite rencontre toutes les deux ce matin pour partager des choses autour du thème de la ménopause. Euh, on va se présenter chacune pour expliquer de où on parle, mais juste pour introduire, voilà, moi qui suis amenée à former des femmes à tout ce qui est féminin sacré, au cercle de femmes. J'ai un certain nombre de femmes qui sont ménopausées, qui suivent mes formations et qui se posent souvent des questions et qui me questionnent sur mais alors comment ça marche quand on est ménopausée et là récemment j'ai une dame qui me suit sur les réseaux sociaux qui m'a dit mais ça serait chouette, tu pourrais pas faire une vidéo sur la ménopause pour nous en parler un peu plus. Et j'ai tout de suite pensé à toi en me disant que c'était une super idée de le faire en duo, en binôme, parce que je sais que toi, tu proposes aussi plein de choses, enfin, tu proposes des choses aux femmes autour de la ménopause. Et je me suis dit que du coup, ce serait plus riche de pouvoir en parler toutes les deux. Voilà un petit peu l'idée de cette rencontre. Donc, je vais te laisser te présenter, Fabienne, et puis je dirai après qui je suis, moi. Ok, très bien, je te remercie. Donc, moi, je suis Fabienne Kaiser, j'ai 57 ans. Je suis maman de 2 enfants qui sont grands maintenant, qui ont 27 et 25 ans. Mon métier actuel, c'est sexothérapeute depuis 2 ans. Et j'ai eu tout un parcours avant ça d'enseignante. J'ai enseigné à l'école élémentaire pendant 25 ans. Mais bon, avec un parcours sur ces 25 ans de beaucoup de formations dans plein de domaines, une thérapie moi-même de plus de 20 ans. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire autre chose, même si travailler avec les enfants a été vraiment un bonheur pendant très longtemps. Mais j'étais vraiment en porte-à-faux avec l'institution. Et donc voilà, j'ai démissionné en 2018 pour m'installer comme psychopraticienne à l'époque. Et puis, aux surprises, parce que je ne m'y attendais pas du tout, comme sexothérapeute il y a 2 ans. Ah, je suis désolée pour ça, Amélie, parce que j'ai des problèmes de Zoom chez moi. Mais bon, on m'entend toujours, même si l'image n'est pas géniale. Ça fait un peu psychédélique. Ça fait très artistique, Ah très oui, oui, psychédélique. c'est assez étonnant. Bon, je n'ai pas réussi à résoudre ce problème depuis plusieurs mois. Bref. Donc, voilà, j'ai effectivement un de mes sujets de prédilection, c'est la ménopause, puisque j'en ai fait l'expérience il y a maintenant presque 8 ans. De la préménopause à la ménopause, j'ai été ménopausée à 52 ans. Et je me suis rendu compte que les femmes avaient besoin d'entendre parler de la ménopause parce que c'est vrai que c'est un sujet qui reste très silencieux, très tabou dans notre société. J'ai aussi découvert le féminin sacré assez tard, en fait, puisque j'ai commencé à faire des stages et des formations sur ce sujet. J'avais, je crois, 50 ans, donc voilà, c'est tout récent, vraiment. Même si j'en avais entendu parler, je n'étais pas tombée dedans avant ça. Et je crois que j'ai fait un chemin d'évolution durant toutes ces années absolument incroyable. Par rapport à plein de choses du féminin, de la sexualité et de la relation aussi, comment on relationne dans la sexualité. Je m'étais déjà intéressée à la relation en dehors de ça, mais en fait, je me rends compte que la sexualité, sur tout mon parcours thérapeutique, a été très peu abordée. C'est complètement fou quand j'y pense aujourd'hui, parce que c'est quand même un sujet, c'est même le sujet, à mon avis, essentiel. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais savoir, Amélie? Écoute, déjà pour cette petite présentation, je te remercie. C'était assez complet. Donc moi, je suis Amélie Carlier, je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes depuis une vingtaine d'années maintenant, hommes, femmes, enfants, ados, couples, un peu toutes les tranches d'âge, vers le mieux-être, avec une palette d'outils thérapeutiques assez variés qui englobe le corps, les émotions, enfin voilà. Et depuis 2015, je suis moi aussi tombée dans le féminin sacré. Donc moi, un petit peu plus tôt dans mon parcours, on va dire, mais voilà, j'avais 30 et quelques. Et en fait, j'ai commencé à créer des cercles de femmes, alors que j'avais juste fait quelques lectures et que je n'avais pas vraiment de formation particulière, mais j'avais l'élan du cœur. Donc j'ai accompagné voilà, un cercle assez régulier pendant 5 ans avec les mêmes femmes à la pleine lune tous les mois. Donc ça a été très très riche et on a en fait cheminé ensemble et on a co-créé, on a avancé dans ce cercle ensemble. Et puis quand j'ai emménagé ici en 2020, un an après l'emménagement, j'ai eu envie de refaire des choses autour des cercles de femmes. Et comme c'était la période post-confinement,
et que du coup, les visios et les choses par écran étaient devenues très à la mode par la force des choses. Je me suis dit qu'après tout, c'était aussi une bonne idée de lancer quelque chose de cet ordre parce que ça me permettait de toucher plein de femmes partout. Alors que quand je faisais des cercles, bah, c'était très restreint. On était une petite dizaine sur place ici. Donc, j'ai lancé la première formation Gardienne des Lunes en 2022, en mars 2022. Donc, c'est très récent. Et là, je suis arrivée à la 4e session de formation. Et donc, plein de femmes magnifiques que j'ai accompagnées, qui cheminent et qui créent des cercles un peu partout, en France, en Belgique et en Suisse. Donc, je trouve ça magnifique. Je suis hyper heureuse de ça. Et c'est donc au fil de ces rencontres, de ces formations, j'ai aussi organisé des week-ends de retraite féminine ici. J'en suis à ma 6e ou 7e retraite avec des thèmes différents pour cheminer sur des aspects du féminin variés. Et puis, c'est dans ces rencontres où il y a toujours quelques femmes ménopausées qui sont là et qui me questionnent, alors que je ne suis pas encore ménopausée, puisque moi, j'ai 44 ans, enfin bientôt 45, je vais avoir 45 au mois d'avril, là. Et donc, voilà, je dis ce que je ressens intuitivement et ce que j'ai compris au niveau énergétique et au niveau des archétypes du féminin de la ménopause, mais je ne me sens pas toujours hyper légitime pour leur répondre puisque je n'ai pas encore traversé cette phase. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant qu'on puisse échanger effectivement là-dessus toutes les deux. Moi, je donnerai les idées que j'ai intuitives et toi, tu pourras nous parler du vécu, de ton vécu et du vécu que tu as aussi avec toutes ces femmes que tu peux accompagner en lien avec la ménopause. Donc la première question qui me venait, moi, que je trouvais intéressant de te demander, Fabienne, parce que j'ai l'impression que dans cette société, effectivement, c'est assez tabou. On en parle peu. Et quand on en parle, c'est souvent pour donner les petits désagréments médicaux et physiques, les problèmes de santé. On parle de bouffées de chaleur, de sécheresse vaginale, on parle d'ostéoporose, des humeurs qui fluctuent. Enfin, bon, c'est pas très glamour, ça donne pas hyper envie. Et moi, j'avais une croyance il y a quelques années de ça. Je ne l'ai plus aujourd'hui, c'est fini. Mais il y a quelques années, quand j'y connaissais pas grand-chose encore à la ménopause, la seule expérience que j'en avais, c'était peut-être un peu ma mère qui m'en avait parlé parce qu'on est assez proches et qu'elle en parle facilement. Mais je m'étais mise en tête l'idée qu'arriver à la ménopause, la sexualité, ça allait devenir plus terrible, quoi. Alors déjà parce que j'entendais parler de sécheresse vaginale et aussi parce que je pensais que comme moi, j'avais des envies beaucoup plus fortes au moment de l'ovulation, je me suis dit, quand il n'y a plus d'ovulation, je ne vais plus avoir toutes ces envies. Enfin bref, donc j'avais toute cette idée en tête de me dire, il faut que je me dépêche de vivre ma vie sexuelle à fond parce qu'arriver après la cinquantaine, ça va être terminé. Et depuis, j'ai quitté cette idée reçue parce que j'ai rencontré plein de femmes ménopausées qui m'ont dit qu'elles avaient une vie sexuelle hyper épanouie, hyper riche. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment une croyance. Mais si moi, j'avais cette croyance, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ont plein de croyances sur la ménopause. Et l'idée, c'est peut-être justement de faire tomber un peu les tabous et d'en parler plus librement. Toi, tu avais quelle idée de la ménopause avant de la traverser? Est-ce que tu avais des idées reçues ou pas? Est-ce que tu y avais déjà pensé? Et puis, maintenant que tu l'as traversée, qu'est-ce que tu en dirais, quoi? Ok, eh bien, moi je dirais que je n'avais pas d'idée préconçue parce qu'on n'en parlait pas beaucoup dans ma famille. Et je pense qu'il y a 3 éléments principaux qui jouent dans la façon dont on vit sa ménopause. C'est la façon dont on la voit notre société. 2, la façon dont la voit notre famille, notre clan familial. Et 3, comment est-ce qu'on a travaillé déjà sur nous en tant que femmes durant notre vie. Voilà, je pense que ça, c'est les 3 choses principales. Alors, la société, c'est évident que l'image de la ménopause dans la société, elle n'est vraiment pas top, hein, puisque c'est quand même, on parle du jeunisme, hein, être jeune, c'est ce qui est porté au sommet, quoi. Il faut rester jeune, etc. Il y a des crèmes, il y a plein de choses, des exercices, du sport. On nous incite à rester jeune. Il y a aussi le fait que tu le disais tout à l'heure, la fertilité est importante pour une femme. Une femme est une femme fertile qui peut avoir des enfants. Et une fois qu'elle ne peut plus en avoir, dans la conscience collective, c'est encore mal vu. C'est comme si elle n'existait plus en tant que femme. Donc ça, c'est pour la société. Dans la lignée familiale, eh bien, oui, ça dépend de comment les femmes dans la famille l'ont vécu et en ont parlé aussi. Qu'est-ce qu'elles ont transmis de leur vécu par rapport à la ménopause. Et ensuite, la 3e chose, c'est donc le chemin qu'on a fait avec soi-même durant toute sa vie. Si on ne s'est jamais vraiment remise en question, si nous n'avons pas travaillé sur nos blessures, sur notre enfant intérieur, si notre rapport au corps aussi
pas très OK, eh bien, la ménopause va nous rappeler que c'est important de nous rapprocher de nous-mêmes et de nous rapprocher de notre corps. Donc, pour mon expérience, en fait, la ménopause n'était pas très parlée dans ma famille. En fait, je me suis rendu compte que ma mère et ma grand-mère avaient vécu la ménopause presque sans, comment dire, ouais, il n'y a rien eu de spécial. Elles ont un jour, leurs règles se sont arrêtées, puis ça a été la ménopause, et puis c'est tout. Il n'y a pas eu de désagrément physique. Ma mère, ça a été pareil. Et puis, du coup, moi, en fait, j'avoue que j'ai vécu ma ménopause sans vraiment m'y préparer. Et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, le féminin sacré est arrivé dans ma vie très tard, et même j'étais presque en ménopause quand c'est arrivé, donc je n'ai pas eu le temps non plus de vivre toutes ces énergies dont on parle pour chaque cycle, pour chaque période du cycle. Ce sera pour une autre vie. Là, je le transmets, en tout cas, je le transmets aujourd'hui évidemment à mes clientes et aussi aux jeunes femmes qui m'entourent, parce que je pense que c'est vraiment génial d'avoir cette connaissance-là. Et aujourd'hui, moi, comment je vis? Donc, déjà, j'ai aucun symptôme, hein, à part quelques saignements plus longs au cours de la préménopause. Mais je n'ai pas eu de bouffée de chaleur, j'ai pas eu de saut d'humeur, j'ai pas eu de baisse de libido. Enfin, j'ai vécu une ménopause de rêve, on va dire, et je m'en suis même pas rendu compte, en fait. Maintenant, je remercie, je me remercie. Et j'attribue ça donc au fait, effectivement, que la ménopause n'était pas vue de façon négative dans ma famille, ni positive d'ailleurs. C'était comme on ne parle de rien dans ma famille, on ne parlait pas de ça non plus. Et puis aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un très, très gros travail sur moi. Depuis toujours, je me pose plein de questions. Et quand il m'arrive quelque chose de difficile, d'inconfortable, eh bien, je vais essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi ça m'arrive. Et ça depuis l'âge de 20 ans, en fait. Donc, j'ai fait beaucoup de nettoyage émotionnel et voilà, je pense que ça joue beaucoup dans la façon aussi dont j'ai vécu cette ménopause. Je dirais que je me sens beaucoup mieux aujourd'hui que quand j'étais encore réglée, quoi. Et j'ai des exemples, comme tu disais, autour de moi, de femmes aussi qui non seulement ont vécu très bien leur ménopause, mais vont beaucoup mieux en fait dans leur vie et continuent d'évoluer, continuent de travailler sur elles et de faire des prises de conscience et en plus avec beaucoup plus de spontanéité pour en parler. Et mais une chose importante aussi pour moi, je me suis longtemps demandé le lien qu'il y avait entre la sexothérapie et l'enseignement. Comment j'étais passée de l'enseignement à la sexothérapie ou à la psychothérapie, ou enfin, en tout cas, voilà. Et donc, je me suis dit, autrefois, je m'occupais d'enfants, et aujourd'hui, je m'occupe des enfants intérieurs. Et la sexualité, elle est très liée à l'enfant intérieur et à la guérison de l'enfant intérieur. Et la ménopause aussi. Je pense que si on a à l'intérieur de nous cet enfant qui est relié à la vie, qui est enthousiaste, qui est créatif, qui est joyeux, et ben, à la ménopause, ça continue. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est la continuation de la vie. En plus, on a toute notre expérience à transmettre. Et ça, c'est un vrai bonheur de transmettre toutes nos aventures, toutes nos expériences, toutes nos prises de conscience, toutes nos valeurs aussi, toute la façon dont on voit la vie. Alors, pour moi, vraiment, je me sens épanouie. Merci. Même si, bien sûr, la vie nous présente toujours des moments difficiles, mais ça continue toute la vie, ça fait partie de la vie. Ça a été aussi, cette prise de conscience a été pour moi aussi très libératrice. Ce ne sera jamais toujours comme ça, quoi, parce que ce serait très ennuyeux en plus. Si c'est clair. Ah ben, je te remercie parce qu'il y a plusieurs choses que tu as dit qui confirment des choses que je pressentais ou que moi, pour accompagner aussi les femmes en individuel qui sont aussi en âge d'être ménopausées ou qui traversent la ménopause, etc. Moi, je m'étais vraiment fait cette idée intuitivement que si c'est si criant, s'il y a autant de symptômes et s'il y a autant de choses douloureuses et difficiles pour certaines femmes au niveau de la préménopause et de ce basculement, c'est quand il y a effectivement des miasmes, des choses qui ont été intériorisées dans le corps depuis des années, qui ne sont pas sorties, et que là, bah, c'est l'explosion parce qu'il y a un basculement, il y a un passage, une occasion de transmutation, et que le corps vient nous dire, c'est là que ça fait mal, fais quelque chose, aide-moi. Donc j'avais déjà un petit peu ce pressentiment-là, donc là, quand tu dis ça conforte ce que je pensais. Et puis, c'est rigolo parce que finalement, ton cheminement, j'ai eu le même. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à être thérapeute, je ne voulais faire que les enfants.
Je ne voulais pas accompagner d'adultes, en fait, au départ. Et alors, il y avait deux choses. Il y avait une chose, c'est que je ne me sentais pas légitime, vu que j'avais 24 ans, d'aller accompagner des gens de 50 ans. Je me disais, ils vont dire, c'est quoi cette petite jeunette là? Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre de la vie? J'avais l'impression que voilà, j'avais pas assez vécu pour me sentir légitime d'accompagner des adultes. Et puis il y avait le fait que l'enfant, le pétillement, le côté vraiment, il y avait quelque chose de la vie, de la spontanéité, de la transparence chez l'enfant qui me correspondait et que j'aimais particulièrement. Et travailler avec un enfant, il y a pas, il y a rien qui est caché. Il te montre tout quoi. Et en fait, la vie m'a amené petit à petit des adultes, même en libéral. Quand j'ai commencé en libéral, j'avais mis psychologue pour enfants parce que je voulais pas d'adultes. Et puis en fait, il y a des adultes qui sont venus toquer à ma porte, des adultes de 25 ans, enfin des jeunes adultes, mais qui me disaient, alors je sais que vous recevez que les enfants, les ados, mais moi j'aimerais bien venir vous voir quand même. Est-ce que vous pourriez quand même faire une exception? Et j'en ai pris un, j'en ai pris deux, j'en ai pris trois. Et en fait, je me suis dit, mais l'adulte, il a un enfant intérieur à réparer, c'est ça son travail. Donc c'est l'enfant que je vais aller toucher finalement dans l'adulte. Et du coup, ça m'a parlé et j'ai commencé à ouvrir aux adultes. Et maintenant, j'adore accompagner tous les âges. Il y a plus de gêne, il n'y a plus de limite, tu vois. Mais j'ai fait le même cheminement que toi, finalement. Je suis partie de l'enfant et je suis remontée. C'est ça. Effectivement, l'enfant intérieur, chez moi, il est très là. Je suis beaucoup dans la joie, la créativité, le pétillement, tout ce que les enfants portent en eux. C'est pour ça que j'adore leur compagnie et que je continue, malgré tout, toujours de faire des ateliers, des choses pour les enfants. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est que les femmes que je côtoie qui sont ménopausées et que je trouve rayonnantes, souvent, ce sont des femmes qui pétillent et qui ont leur enfant intérieur qui est présent. Et je trouve aussi que les femmes ménopausées, enfin moi en tout cas, celles que je croise qui sont bien dans leur basket, elles sont décomplexées quelque part. Elles ont plus rien à foutre finalement de l'image qu'elles donnent, d'être bien maquillées, d'être bien apprêtées, elles aiment être belles, mais pour elles-mêmes, pour se faire plaisir, et plus sans arrêt pour l'image qu'elles renvoient aux autres, quoi. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, qu'elles ont une sexualité, des fois, qui est beaucoup plus libérée et beaucoup plus... Parce qu'elles ont plus autant de complexes dans leur corps que les jeunes femmes qui sont pas sûres d'elles au départ et qui... Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Ah, si, si, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai fait un parcours, on va dire, c'était le premier que je faisais justement dans le féminin, où on était 7 femmes de 33 à 70 ans. Et c'était très, très formateur. Et moi, j'ai voulu, à la fin de ce parcours de 9 mois, continuer à voir ces personnes. Donc, on se voit depuis 4 ans, une fois par mois, toutes les 7. On est rarement toutes les 7, mais au moins 5. Au moins 5. Et il y a toujours cette femme donc, qui est plus âgée que nous. Et elle témoigne vraiment de... Enfin, c'est incroyable, ce parcours qu'elle fait. Et hier, on est allés ensemble au spa. Donc, en Allemagne, tu vois, donc en Allemagne, le spa, c'est en nudité. Hein, on était tout ensemble, toutes nues. Et j'ai trouvé ça génial, mais vraiment. Et c'était, tu sais, vraiment dans une sororité. Et justement, il n'y avait aucun complexe des corps et tout. Enfin, c'était juste dans l'être, dans le pétillement, dans le jeu, dans la présence. Et ouais, c'est tout à fait ce que tu dis, en fait. C'est être en amour avec soi, c'est ça, en fait, le travail, c'est être en amour avec soi. Accepter tout de soi, en fait, c'est... Ouais. Et ça fait du bien de croiser des femmes comme ça, je trouve, qui sont dans cette partie de la vie où c'est des femmes sages, quelque part. Elles ont accumulé, comme tu disais tout à l'heure, un vécu, une expérience de vie. Elles ont eu des prises de conscience, elles ont cheminé. Et quand tu rencontres des femmes d'un âge comme ça, entre 60 70 ans, enfin, et qui sont capables de rayonner, d'expliquer leur vécu, de partager leurs connaissances, et qui ont l'air d'être joyeuses et heureuses, et bah, ça donne une image justement de la vieillesse qui est positive. On se dit, waouh, moi j'aimerais trop. Il y a des femmes comme ça que je vois des fois qui sont rayonnantes avec des longs cheveux gris et tout ça, et qui ont l'air belles. Et je me dis, waouh, j'ai envie d'être comme ça quand je serai vieille. Tu sais, ça te donne vraiment l'élan de te dire, mais c'est possible d'être heureuse et tout, parce comme tu dis, dans la société, on nous dresse tellement une idée que la vieillesse, bah, t'es malade, c'est triste, t'es seule, c'est l'horreur, enfin, que personne n'a envie de vieillir, parce que c'est pas attrayant, quoi. Enfin, alors qu'en réalité, c'est un des aspects de la vieillesse, mais c'est comme la jeunesse. Tu as des ados qui vivent mal leur adolescence, tu en as qui le vivent bien, et à tout âge, tu as des gens épanouis et des gens moins épanouis. Et les gens moins épanouis qui n'ont pas travaillé sur eux, tu vas les retrouver vieux, malheureux, tristes et seuls, forcément. Mais c'est pas pour ça que c'est une généralité.
Et il y a des gens qui vont vieillir en étant heureux, épanouis, rayonnants avec des gens autour d'eux et dans l'amour, quoi. Et je trouve qu'on ne les montre pas assez, ces gens-là. Ça ferait du bien de les voir un peu plus. Donc, je me dis, voilà, s'il y a des femmes plus âgées qui seraient OK pour témoigner, ça serait génial d'avoir comme des témoignages, en fait, de parcours de vie qui donnent envie, finalement, de se dire que c'est possible de vivre sereinement cette partie de la vie aussi. Et il n'est jamais trop tard pour tout mettre en mouvement, même si on ne l'a pas fait. Justement, cette femme dont je parle, elle a commencé à 67 ans, son parcours d'évolution comme ça, tu vois. Et en plus, là, elle va sortir un livre où elle raconte son parcours. Ah, bah tu vois, ouais, témoignage. c'est génial. Et c'est grâce à cette formation, en fait, qui a vraiment, ça a été une prise de conscience énorme pour elle, il y a 4 ans. Et puis, ouais, elle a fait un parcours incroyable, même en 4 ans. Et moi, je vois, tu parlais des cercles de femmes tout à l'heure. Moi aussi, j'anime des cercles de femmes, en particulier celui-là, qui dure depuis 4 ans. Et où on est toujours les mêmes femmes. Et je vois aussi le potentiel énergétique pour l'évolution d'un groupe et de chaque femme dans ce groupe, qui est porteur, qui est soutien. Et on ne mélange pas suffisamment aussi, je trouve, les tranches d'âge. Tu vois, souvent, les femmes se retrouvent entre sextagénaires ou entre la vingtaine. Et je trouve que moi, j'ai déjà eu aussi plusieurs fois dans les cercles alors pas forcément si étendus, mais quand même, j'avais la plus jeune avait 25 et la plus âgée devait avoir 57 ou un truc comme ça. Mais déjà là, c'est riche parce qu'il y a déjà des partages, des vécus. Et alors, ce qui est chouette, c'est que je trouve que chez les jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tellement éveillés que parfois, on peut se dire, oh, ils sont jeunes, mais ils ont des choses à nous apprendre extraordinaires parce que c'est des vieilles âmes ou je ne sais pas, mais ils rayonnent, quoi. Et donc, des fois, ils apprennent quelque chose à la personne qui a 57 ans ou 58 ans. Et puis, parfois, par contre, dans l'idée du vécu incarné terrestre, dans le corps, bah, les femmes plus âgées vont pouvoir partager et dire des choses intéressantes pour ces jeunes femmes. Donc, ce mélange d'âge, je le trouve hyper riche. Et c'est quelque chose qui faut que les jeunes aient envie d'aller à la rencontre de plus âgés et puis que les plus âgés soient aussi contents de partager avec des plus jeunes. Mais c'est vachement intéressant quand ça peut se faire, en tout cas. Oui, et je reprends ce que tu disais. Moi, ma patiente la plus âgée que j'ai reçue avait 78 ans et n'avait jamais travaillé sur elle. Et elle venait me voir pour la première fois. Elle allait voir un thérapeute pour la première fois à 78 ans. Et j'ai trouvé ça magique, quoi. Je me suis dit, mais... Alors bon, elle était arrivée à un moment de sa vie où elle était en train de perdre sa maman qui avait 102 ans, qui était dans un EHPAD. Et donc, c'était un moment de vie compliqué pour elle. Et puis, elle avait beaucoup d'angoisses qui étaient remontées. Elle ne savait pas les expliquer. Donc, elle est venue me voir pour ça. Mais on a détricoté, cheminé ensemble et je lui ai fait prendre conscience qu'en fait, elle avait 78 années de vie avec des émotions dans tous les sens, des événements aussi de vie forts et qu'elle n'avait jamais travaillé dessus et que c'est normal qu'à un moment donné, ça remonte sous forme d'angoisse parce que là, c'était vraiment le moment, quoi. Enfin, et c'était beau parce qu'à un moment donné, je lui ai fait un soin énergétique et je suis passée sur son ventre et j'ai senti quelque chose au niveau du ventre. Et donc, 78 ans, tu vois, je lui dis, mais vos accouchements se sont bien passés. Et là, elle me dit, bah non, pas du tout. Et là, elle me raconte un accouchement, mais quelque chose de terrible qu'elle a vécu. Mais elle avait 25-26 ans. Et là, elle en a 78. Et tu te dis que toute sa vie, elle a cheminé avec cette souffrance-là et ça ne s'est jamais libéré, nettoyé. Donc là, je lui ai fait faire un soin et elle a pu mettre des mots sur son vécu d'accouchement mal passé. Et j'ai trouvé ça magnifique de réparer son féminin sacré à 78 ans, tu vois. C'était... Donc voilà, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'il n'y a pas d'âge et que tout est possible à n'importe quel âge. Et c'est beau. Et elle est restée un certain temps. Elle est venue me voir pendant plusieurs mois, tous les 3 semaines, un mois. Et on a fait un beau travail toutes les deux ensemble. C'était magnifique, quoi. Ouais. Et puis, tu sais les cycles évidemment, les cycles qui s'arrêtent à la ménopause et les femmes qui te demandent comment ça se passe à ce moment-là pour le nettoyage aussi et peut-être les différentes phases, les 4 phases du cycle, des énergies, comment est-ce qu'on les retrouve. Moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup observé ça, mais j'en ai discuté avec certaines femmes autour de moi qui, en fait, se relient à la Lune, puisque comme certainement tu l'enseignes aussi, chaque phase est liée à une phase de la Lune. Et donc, dans chaque phase de la Lune, on retrouve ces énergies-là. Donc, si on veut retrouver ces énergies, on peut très bien se relier
à son environnement avec les phases de la Lune. Mais je pense aussi, moi, et c'est ce que je ressens, c'est qu'on peut appeler quand on est à la ménopause, on a la chance de pouvoir appeler chaque énergie à chaque instant, en fait. Et ça, ça c'est un gros cadeau. C'est un petit peu ce que je transmets aux femmes, de ce que j'ai compris aussi intuitivement, c'est que quand tu as traversé pendant un certain nombre d'années les 4 phases successivement, et là, tu étais emmené dedans. Tu n'avais pas le choix parce que ton corps t'y emmenait et l'énergie t'y emmenait. Donc, tu n'avais pas le choix que de les vivre, ces phases. Mais après, tu peux les vivre en conscience ou en inconscience. Parce qu'il y a plein de femmes là qui découvrent dans les formations d'un coup, ils disent « Ah ouais, mais j'avais jamais imaginé ça comme ça ou conscientisé ça comme ça. » Eh bien, tu intègres chaque opportunité, chaque possibilité de chacun des archétypes que tu traverses pendant les 4 phases. Et quand tu arrives effectivement à la ménopause, bah, tu les as tellement vécus pendant des années que tu les connais intuitivement, instinctivement dans ton corps par cœur, et que quand tu as besoin d'être dans ton énergie de l'enchanteresse, par exemple, donc c'est cette phase juste avant les règles, où on est dans notre intuition, on est dans notre créativité, où on est cette phase-là, tu peux la connecter quand tu en as envie. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de femmes ménopausées témoignent qu'elles sont beaucoup plus intuitives, créatives, etc., parce qu'elles peuvent l'habiter en permanence, cette énergie-là. Là où les femmes qui sont dans le cycle le traversent surtout pendant la phase de l'enchanteresse, où là, ça flambe. Moi, je sais qu'en ce moment, quand je suis dans cette phase-là, j'ai des intuitions, des choses qui me descendent, j'ai des connexions. J'écris la nuit tellement j'ai des idées, des choses qui me viennent pour mes formations, pour mes week-ends, pour tout ça. Je me dis que, voilà, ça, je vais pouvoir après l'avoir tout le temps. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi, alors je pense que peut-être que les femmes qui ont traversé ça toute leur vie en inconscience, qui ne savaient pas qu'elles traversaient les archétypes, qu'elles ne se rendaient pas compte, je leur conseille, parce qu'elles le découvrent justement là, alors qu'elles sont en tout début de ménopause ou ménopausées, parfois je leur conseille effectivement de se relier aux phases de la Lune qui correspondent à ces archétypes finalement, pour pouvoir avoir un rythme et pour pouvoir, pendant quelques mois ou un an ou autant de temps qu'elles en ont envie, se connecter en le conscientisant et en le choisissant une semaine par mois à un archétype pour pouvoir l'intégrer bien un par un. Et après, elles pourront l'avoir de toute façon intégré puisqu'elles sont déjà dans la ménopause. Mais elles en ont besoin de le retraverser quelque part parce que comme elles ne l'ont pas vécu en conscience quand elles le vivaient dans leur cycle, elles ont l'impression que ce n'est pas très clair encore en elles, ces histoires-là. Donc, elles ont envie de le vivre de cette manière-là. Maintenant, j'ai aussi des femmes qui m'ont témoigné que même en étant ménopausées, c'est comme si leur corps était tellement habitué à cette cyclicité qu'elles continuaient d'avoir des sensations différentes. Alors, surtout celles qui étaient très régulières, tu sais, où elles avaient leurs règles à peu près toujours, je ne sais pas, à la pleine lune ou toujours à la nouvelle lune. Elles me disent que maintenant encore, quand elles traversent la phase où elles avaient leurs règles avant, elles ont ce côté un peu avec l'émotion qui est un peu plus forte, avec envie de pleurer, comme si ça continuait cette cyclicité parfois en elles, même après le passage. Alors peut-être c'est au début, quand elles sont en début de ménopause, mais il n'y a plus les règles qui marquent, mais il y a encore ce cycle un peu en elles. Donc, peut-être aussi que certaines femmes, en se mettant à l'écoute de leur corps, peuvent sentir les moments propices aussi pour certaines choses, même s'il n'y a plus le côté visuel et extérieur des règles, en fait. Oui. Et puis, bon, c'est aussi, on peut tout simplement se mettre en conscience avec soi-même à chaque instant pour savoir comment on se sent et puis se respecter. Moi, je vois bien, il y a des journées, j'ai une énergie incroyable pour créer, faire des choses et imaginer plein de trucs. Et puis, il y a des jours où j'ai juste envie d'être devant le feu avec un bouquin. Et c'est vrai que le fait d'être indépendante, ce que je n'ai pas connu beaucoup dans ma vie jusque-là, ça te permet ça, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, oui. D'être à l'écoute plus. Et je comprends aujourd'hui aussi pourquoi il y a des jours où à l'école, c'était tellement dur d'y aller, d'être en face de tous ces enfants, etc. Puis d'autres, ça se passait comme une lettre à la poste, tu vois. Ben oui, quand tu étais dans ton archétype de la mère, tu étais pleinement dans ton énergie, ton rayonnement avec les enfants. Et quand tu étais en pleine règle, j'imagine bien qu'aller à l'extérieur, tenir bon toute la journée avec. Mais c'est pas humain quelque part, je me dis en fait. On devrait tellement, tu sais, ce congé des règles qui est arrivé en Espagne là tout récemment. Je me dis, mais si on était vraiment dans le respect des lois de la nature et de l'humain et pas dans des lois mentales qui ont été imaginées au niveau des règles de travail et tout ça,
ben, on pourrait permettre effectivement à ce que ces 2-3 jours par mois où on est le plus épuisé, où on a besoin d'intériorité, d'être tranquille avec soi-même, de pouvoir le vivre vraiment et pas d'obliger ces femmes à aller vivre un truc qui est complètement antinomique par rapport à l'énergie qu'elles portent. Et puis après, de dire, oh, elle est de mauvaise humeur, elle doit avoir ses règles. Tu vois, enfin. Mais on est dans une société qui met tellement en avant le travail, l'énergie, l'énergie masculine en fait, hein, C'est ça. Que voilà, qu'on culpabilise si on n'est pas dans cette énergie-là. Oui. Et on veut. Et du coup, le côté yang est productif et c'est aussi ce qui fait justement qu'au moment de la ménopause, certaines femmes se sentent plus utiles ou aient l'impression de perdre quelque chose parce qu'on perd juste cette capacité à procréer un enfant. On peut encore créer plein de choses à côté, mais le côté productif de cette société yang qui encourage toujours à être productif, utile à quelque chose et tout, bah, d'un coup, on le perd. Et ça oblige aussi, je trouve, l'entrée dans la ménopose à aller dans son féminin un peu plus aussi, comme on le dit, parce qu'il faut être à l'écoute plus de soi de manière plus subtile pour sentir, comme tu disais tout à l'heure, quand c'est propice pour créer, quand c'est propice pour se reposer. Là où il n'y a plus rien qui nous montre à l'extérieur ce qui doit être fait, on doit le sentir à l'intérieur. Donc, il faut aller dans son côté yin, plutôt féminin. Et c'est vraiment ça, c'est une invitation à ça aussi, je trouve, c'est ce passage. Ce qui se passe aussi, c'est que si on n'a pas trop pris soin de son corps jusque-là, il n'a plus les mêmes capacités, comment on dit, métaboliques. Donc, voilà, il va manifester des choses qu'il n'avait peut-être pas manifestées jusque-là. Si on mange trop, si on fait pas assez d'exercice, etc., ce sera plus compliqué qu'avant. Et donc, effectivement, à ce moment-là, donc vers la cinquantaine, nous sommes obligés de nous écouter si nous voulons vivre plus confortablement. Parce que sinon, le corps va se manifester de plus en plus. Moi, je le sens déjà, en fait, parce que moi, j'y approche tout doucement et je sens déjà que les manifestations… Alors, j'ai toujours eu un corps qui s'exprimait beaucoup, mais là, je trouve que les manifestations, elles sont ponctuelles, elles ne sont pas forcément sur la durée, mais quand elles s'expriment, ça jaillit et je ne peux pas ne pas voir, quoi. Je suis obligée de regarder, d'accueillir et d'en faire quelque chose. Donc oui, je comprends parfaitement. Et pourtant, c'est pareil, comme toi, depuis l'âge de 20 ans, je travaille beaucoup sur moi, mais ce n'est pas pour ça que tout est réglé pour autant, mais je me dis que heureusement que j'ai travaillé sur moi depuis l'âge de 20 ans, parce que sinon, ça serait encore plus violent, tout ce que j'ai à traverser en ce moment à l'arrivée de cette préménopause. Ouais. Ouais, il y a certainement aussi, et ça, je ne sais pas jusqu'à quel pourcentage, un facteur génétique qui joue. Alors, ce que ça veut dire, un facteur génétique, moi, peut-être, je me dis, je peux remercier mes ancêtres femmes qui m'ont transmis cette force, en fait. J'ai un grand feu digestif, j'ai rarement des problèmes, moi, dans le corps, en fait, tu vois. J'ai traversé ma vie sans avoir vraiment de gros problèmes. Et pourtant, j'ai quand même travaillé sur moi. Moi, mes problèmes étaient plutôt émotionnels. Je suis une grande sensible et j'étais, comment dire, dans un milieu qui ne m'a pas du tout permis de vivre ça, de vivre cette hypersensibilité. Donc, émotionnellement, j'étais beaucoup dans la tristesse, en fait, et beaucoup de colère entrée. Et d'ailleurs, les bouffées de chaleur, puisque c'est quand même un symptôme très, très récurrent à la ménopause, les bouffées de chaleur sont liées au feu. Le feu. Au feu, exactement, au feu de la colère, mais au feu sexuel aussi. Donc, si on a eu une vie où on n'a pas exprimé beaucoup de colère, et si en plus on n'a pas eu une sexualité vraiment satisfaisante, alors qu'on a un grand feu sexuel, eh bien, les bouffées de chaleur arrivent à la ménopause pour nous rappeler à ce feu, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Je pense qu'il y a plein de femmes qui vont trouver là peut-être une piste, quelque chose à aller travailler, à les réveiller. Et c'est intéressant d'autant plus que moi, je dis souvent, tu sais, il y a des émotions qui sont déviées par la société. L'homme, quand il est triste, va avoir tendance à se mettre en colère parce qu'il ne peut pas montrer qu'il est triste, sinon c'est une mauviette. Donc les hommes, par exemple, j'ai déjà vu plein de jeunes hommes dans une blessure sentimentale, une tristesse profonde, taper dans un mur ou dans quelque chose et se péter les phalanges, alors qu'en fait, ils ne sont pas vraiment en colère, ils sont dans une profonde tristesse, mais c'est comme ça qu'ils vont la manifester. Et les femmes, elles, une petite fille qui fait une colère, c'est pas beau. Arrête de faire ta colère, c'est pas beau. Donc les femmes, souvent, elles n'ont pas forcément la possibilité d'oser se mettre en colère, sinon elles sont hystériques ou je sais pas quoi. Donc elles vont plus pleurer. Et j'ai des femmes qui, en séance, me racontent un truc où il y a de la rage et elles s'effondrent en larmes.
Et elles me disent, bah oui, quand je rentre du boulot, que j'ai vécu des choses injustes, que je suis en colère, quand je raconte ça à mon mari, je m'effondre en larmes. Et donc, il y a des déviations comme ça. Et je me dis que les femmes qui ne s'autorisent pas forcément à être en colère parce que la société nous dit que c'est pas bien d'être en colère quand on est une femme, bah peut-être que c'est d'autant plus pour ça qu'il y a autant de bouffées de chaleur au moment de la ménopause, quoi. C'est une composante, en tout cas, ça fait Ouais, vraiment ouais. partie. Et puis, bah, comme tu le dis, la sexualité, hein, parce que c'est aussi un sacré sujet. Et donc, effectivement, si c'est aussi relié au feu, et moi, je connaissais, tu vois, le problème de la cystite. Alors, pas pendant la ménopause, pendant toute la vie de la femme. Ces jeunes femmes aussi qui ont beaucoup de cystite à répétition parce qu'en fait, elles ont un feu sexuel très fort, comme tu dis, et leur morale, ou tout ce qu'elles ont eu comme conditionnement, leur dit que c'est pas bien, il faut pas, pour une femme, manifester une envie comme ça sexuelle. Et du coup, elle se retrouve avec des cystites à répétition parce qu'il y a le feu dans le bas, là, qui ne peut pas finalement s'exprimer comme il voudrait, quoi. Donc, ce que tu me disais là, du coup, ça m'a vachement parlé parce que je connais beaucoup de femmes. Moi, j'ai jamais eu de problème de cystite, j'en ai eu d'autres, mais, mais je connais beaucoup de femmes qui ont ces problèmes de cystite à répétition. Et je me dis que si elles savaient d'où ça pouvait provenir, elles pourraient s'en libérer aussi, quoi. Il y a les cystites, il y a les mycoses aussi. Ouais. Les mycoses vaginales qui manifestent un peu ça, c'est Daniel Flammenbaum dans son livre Oui. Femme désirante qui parle de ça. Ça, c'est un livre à vraiment lire. À recommander aussi, ouais. Ouais. Ouais, pour les femmes qui ne connaissent pas. Ouais. Femme désirante, femme désirée. Ouais. Femme désirée, femme désirante. Je sais plus dans Femme désirée, femme désirante. Ouais, Daniel Flammenbaum, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, les bouffées de chaleur, ça parle de notre femme sauvage, de la femme sauvage en nous. Et voilà, où est-ce qu'on en est de notre femme sauvage? Comment est-ce qu'on l'exprime? Est-ce qu'on l'a complètement refoulée? Ou est-ce qu'il y a des moments où elle peut être là et vivre? On en revient à la liberté finalement. Être libre, oser être pleinement soi, oser, parce que c'est ça l'archétype de la femme sauvage, c'est celle qui s'est complètement libérée de tous les conditionnements et qui peut vivre avec son intuition, ses instincts, son corps mis en avant, qui a le droit de vivre, de s'exprimer. La femme qui danse avec les loups, comme dit Clara Pinkola Estés. Qui est en amour avec elle-même. Oui, qui se respecte complètement dans ce qu'elle traverse, dans ce qu'elle vit, qui ne s'écrase pas pour faire plaisir à la société, aux autres autour d'elle, etc. Ouais. Tout à fait. Ouais. Je suis en train de réfléchir dans les différents sujets que j'avais en tête aussi, parce qu'on a déjà évoqué pas mal de choses. Si j'avais d'autres choses qui me paraissaient intéressantes, on a parlé... Oui, alors parce que... pour celles qui écouteraient cette vidéo mais qui ne connaissent pas forcément bien et toutes ces histoires de cycles, etc., je voulais juste rappeler donc la phase des règles, c'est la phase qui correspond à la nouvelle lune, donc la lune noire au niveau des phases de la lune, et qui correspond aussi à la femme sage, à la vieille femme dans l'archétype, celle qui arrive en fin de vie, qui est fatiguée et qui donc a besoin de se reposer, de s'intérioriser, de se mettre au chaud, de se cocooner. La phase suivante, donc c'est le premier quartier de la lune, et là on est dans la jeune fille, on retrouve son énergie, on a de l'élan, on a envie de faire plein de choses, on repart comme au printemps dans la vie, dans le courant de la vie. Et là, donc ça c'est la phase préovulatoire, on va dire. La phase suivante qui est la phase donc au niveau de la lune, de la pleine lune, là ça y est, la lune est pleine, on a plein d'énergie. On est dans l'énergie de la mer, donc on a envie de partager avec les autres, on est dans l'empathie, on est dans la co-création et tout ça. Donc là, j'ai parlé de la lune au niveau de l'archétype, bah oui, c'est la mer. Et la dernière phase, c'est la phase de l'enchanteresse, donc c'est la phase où la lune, c'est le dernier quartier, on va bientôt revenir à la nouvelle lune, la lune noire. Et là, on est dans une énergie où on a besoin d'être un petit peu plus tranquille, de ralentir le rythme. Et puis, c'est une phase un peu trouble, un peu floue. Et c'est là que souvent, on a tous les symptômes, entre guillemets, prémenstruels qui se présentent, avec l'humeur qui devient un peu maussade, où on a des doutes, on n'a plus confiance en nous, il n'y a rien qui va. Pour celles qui traversent ces symptômes-là, c'est dans cette phase-là que ça se manifeste le plus. Et puis, bah, voilà, on a envie de rien, on est un peu fatigué. Mais c'est aussi le moment propice pour s'intérioriser et être dans sa créativité, son intuition. C'est l'aspect positif de cette phase. Voilà, je voulais faire le petit rappel parce que comme on a évoqué des noms d'archétypes ou des noms de choses tout à l'heure, mais je me dis que s'il y a des personnes qui regardent et qui n'ont jamais été enseignées là-dessus, qu'elles puissent aussi comprendre de quoi on parlait, ce sera plus sympa.
complètement. Et j'aimerais ajouter une chose qui est importante pour moi, c'est qu'on a cette chance, nous les femmes, d'avoir ce cycle en nous, et donc d'être reliées de façon vraiment profonde à la vie, au vivant. Parce que, en fait, dans la vie, il y a des cycles partout, tout est cycle. Tout ce qu'on vit connaît des cycles. Et le fait de le vivre dans notre corps, ça nous permet d'accepter que la vie est impermanente, en fait. Qu'il y a un moment où quelque chose naît, où ça grandit, où ça porte ses fruits, et puis un moment où ça meurt, et pour repartir sur d'autres projets. Donc, si on est connecté à ça, on est vraiment connecté à ce flot de la vie, à ce flot du vivant. Et je pense aussi que c'est pour ça que les femmes sont plus en lien avec, comment dire, la nature, enfin la terre, et qu'elles sont plus conscientes. Enfin, c'est le côté féminin, parce que c'est toujours... Bon, ça nous mènerait loin, le côté féminin, le côté masculin. Quand on dit énergie féminine, énergie masculine, ça n'a rien à voir avec les femmes et les hommes, en fait. Ça, toi, tu le sais, mais en tout cas, ce côté féminin que les hommes ont aussi, c'est lui qui est relié à protéger, à prendre soin. Et voilà, c'est pour ça que c'est ce côté-là qui peut, moi je dirais, sauver en fait, sauver la Terre. Et en nous, les femmes, et dans les hommes, parce qu'ils l'ont aussi. Je le répète, il ne faut pas catégoriser. Notre culture a tendance à diviser, à sectariser. Disons qu'ils l'ont aussi, mais quelque part pour eux, c'est moins évident au départ parce qu'ils n'ont pas cet appel permanent dans le cycle qui les ramène vers le corps, en fait. Ah, c'est ce que je veux Il y dire. a des femmes, des fois, qui me disent « Mon homme est vachement mental. » Mais parce qu'eux, ils n'ont pas cette énergie qui... Alors si, peut-être parfois par rapport à la testostérone et au fait d'avoir aussi des élans dans la zone du sexe par moment, avec du désir et tout ça, ça les ramène. Mais c'est ponctuel et c'est pas un truc régulier, cyclique, comme tu le disais. Nous, on est emmenés là-dedans en permanence et on est ramenés dans notre corps avec cette perte de sang, avec tout ça. Le corps, il est présent tout le temps. Donc, je pense qu'on a un appel plus facile à suivre. Et d'ailleurs, dans les traditions amérindiennes, ils te disent que la femme n'a pas besoin d'aller faire ces espèces de diètes de retraite assez strictes qu'ils font en forêt, ces quêtes de vision qu'ils vont chercher les hommes, où ils vont se purger en ne mangeant pas pendant plusieurs jours, en prenant des plantes pour se purger, en faisant des moments d'introspection pour aller chercher en eux et tout ça. Ils disent que les femmes n'ont pas forcément besoin de le vivre parce qu'elles le vivent de toute façon tous les mois, au moment de leurs règles. Elles sont des fois un peu barbouillées, donc elles vont manger pas forcément autant. Elles vont se purger parce que le sang va éliminer tout ce qui a besoin d'être éliminé du corps. Et elles sont dans cette introspection parce que ça les emmène là-dedans de toute façon. Donc, du coup, ils disent que les femmes n'ont pas forcément besoin d'aller vivre ces quêtes de vision, alors que les hommes, eux, vont aller le faire parce qu'ils n'ont pas cet élan naturel et qu'ils ont besoin de le vivre quand même aussi. Donc, tu vois, il y a ce truc qui est vécu aussi chez les Amérindiens de cet ordre-là. Ouais. Tout à fait. En tout cas, voilà, j'avais envie de partager ça parce que je pense que vraiment que c'est important qu'on ne se fiche pas dans quelque chose. On voit parfois des personnes qui sont cristallisées à un moment donné dans leur vie et qui ne bougent plus. Et ça crée plein de problèmes, en fait. Si on se laisse traverser par le vivant, ben, la vie, on évolue toute la vie, en fait. Rien n'est figé, tout se transforme en permanence. Et c'est une chose dont j'ai été consciente très tôt, ça je ne sais pas pourquoi, mais c'était important pour moi de savoir. Ouais. Et dans les groupes et les cercles de femmes que tu organises ou que tu animes, donc tu as des cercles toujours avec des tranches d'âge mélangées ou tu fais aussi des choses spécifiques pour les femmes ménopausées entre elles? Alors c'est très bizarre parce que je l'ai proposé et ça n'a jamais fonctionné. Je n'ai personne qui est venu. Ouais. Donc les cercles que je propose, c'est pour tout le monde. Tout âge mélangé. Ouais, tout âge mélangé. Et j'ai même proposé des cercles mixtes hommes et femmes aussi, de paroles. Ouais. Et ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné. Ouais. Alors, il y avait peu d'hommes qui sont venus, mais il y avait toujours au moins Nicolas, mon mari, qui est aussi dans toutes ces choses-là. Mais il y en avait parfois 2 ou 3. Mais ça change tout, en fait. C'est déjà génial d'en avoir qu'un ou 2 ou 3. C'est déjà... Oui, il y a une énergie différente à ce oui, moment-là. ouais. Et j'en ai fait aussi des cercles spécifiques sur la sexualité entre les femmes. Et quand on parlait des petits symptômes comme ça de la ménopause,
Tu parlais tout à l'heure des bouffées de chaleur. Est-ce que tu as des pistes ou des explications aussi sur cette histoire? Alors, on peut toujours tout expliquer par les hormones, hein. Bien évidemment, il se passe des choses au niveau hormonal. Mais pourquoi chez certaines femmes, il y a des symptômes et d'autres pas, alors qu'on a tous les mêmes mouvements hormonaux qui s'arrêtent ou qui commencent? Pour ce qui est de l'ordre justement de cette histoire de sécheresse vaginale que certaines femmes ont et que d'autres n'ont pas, est-ce que tu as déjà réfléchi toi à la question? Est-ce que tu as des pistes, vu qu'en plus tu es sexothérapeute, ça doit certainement revenir aussi peut-être ce genre de sujet? Bien sûr. Eh bien, la sécheresse vaginale parle aussi de notre rapport à la sexualité, en fait. C'est est-ce que je reste, comment dire, fluide avec ça? Est-ce que je reste ouverte? Ou bien est-ce que finalement je me sers aussi de ça pour finalement couper avec ça? Eh oui. Voilà, c'est des pistes, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, ça, mais c'est des questions. Non, mais c'est bien d'avoir des pistes. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Parfois, tu peux avoir consciemment envie de vivre une sexualité, etc. Oui. Mais inconsciemment, ton corps peut, lui, avoir des blocages et manifester ça en asséchant, et du coup, on ne peut plus rentrer, et ça y est, ça s'arrête, et de se dire, ah bah, c'est pas de ma faute, c'est l'arrivée de la ménopause, j'y peux rien. Et on se rassure comme ça, alors que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait aller débloquer et qui permettrait finalement de revenir à quelque chose de plus fluide, c'est le cas de le dire. Et je pense qu'en fait, il y a une parole à sécher aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas su demander ce qui nous faisait plaisir. On n'a pas su communiquer. On a subi une sexualité finalement avec laquelle on n'était pas peut-être en accord toute sa vie pour faire plaisir à l'autre, par peur de le perdre. Et chaque fois qu'on fait l'amour sans en avoir vraiment envie et qu'on le fait pour l'autre, le corps encaisse quelque chose. C'est pas anodin. Donc c'est vraiment un message que je passe à toutes les femmes. Ça, si vous faites l'amour sans en avoir envie, stoppez ça tout de suite et faites le point. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous acceptez ça? Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça m'évoque dans le tantra. Parce qu'on parle de sécheresse, et pour moi, la sécheresse, je vois ça aussi avec l'amour, le fait de donner, d'être dans la générosité ou d'être asséché et refermé. Et dans le tantra, on dit que pour la femme, l'endroit qui est émetteur dans la sexualité, c'est le cœur. Et l'endroit qui est récepteur, c'est sa yoni, donc la partie du vagin, de la sexualité. Et je me dis que voilà, qu'est-ce qui se passe qui n'est pas connecté, qui ne va pas entre le cœur et ce qui se passe en bas, pour que le cœur ne nourrisse pas finalement ce vagin, pour qu'il soit dans la fluidité, dans la générosité pour accueillir en fait. Et du coup, là, quand tu as dit ça, ça m'a fait tilt et j'ai vraiment connecté ça. Je n'avais jamais fait le lien, mais ça me paraît une piste hyper intéressante à explorer. Absolument, ouais, absolument. La connexion du cœur et du sexe, ouais. Et c'est pour ça aussi que les hommes vont souvent directement aux organes génitaux des femmes quand ils veulent faire l'amour ou à leur sein, alors que les femmes, ce n'est pas forcément et souvent pas du tout ce dont elles ont besoin à ce moment-là. Elles ont besoin d'être approchées avec beaucoup plus de douceur ou c'est même pas de douceur, c'est de périphérie, on va dire. En fait, ils sont dans la réciprocité et comme eux, leur zone émetteur, c'est le sexe et leur zone récepteur, c'est le cœur, eux, ils vont directement là où eux, ça se situe chez eux, quoi. Ils n'ont pas l'idée, ils ont la méconnaissance de savoir que chez la femme, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et si on ne leur dit pas, ils ne peuvent pas le savoir. C'est ça. Et souvent, les femmes leur en veulent parce que de pas le savoir intuitivement. Et je dirais que deux choses. La première zone érogène de la femme, c'est sa peau. Et la deuxième, c'est que nous faisons souvent à l'autre ce que nous aimerions qu'on nous fasse. Donc, mesdames, si votre homme vous touche directement les parties génitales quand il veut faire l'amour, ça veut dire que lui a envie qu'on lui touche les parties génitales quand il a envie de faire l'amour. Et en fait, je me suis rendu compte, par expérience, parce que je l'ai lu, mais aussi surtout par expérience, que si on caresse le sexe de l'homme comme il en a envie, il sera beaucoup plus ouvert à d'autres caresses après, parce que ça le connecte à son cœur. Et oui, parce que c'est la zone chez lui qui a besoin d'être stimulée à cet endroit-là, à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que pour les messieurs, éventuellement, qui écouteraient aussi la vidéo, s'il y en a, eux aussi peuvent se dire que comment leur femme les caresse, parce que les femmes vont peut-être le caresser le torse, les bras, avant d'arriver à cette zone, c'est peut-être ce qu'elles veulent, elles. Exactement. Ça serait intéressant dans le couple de se dire, tiens, spontanément comme ça, qu'est-ce que me fait l'autre d'habitude?
peut-être que c'est ce qu'il a envie que je lui fasse. Comme ça permet d'avoir des résultats. C'est une vérité, vraiment. Et un jeu, du coup, pour sortir un peu de tout ça, c'est de faire quelque chose à l'autre qu'on a envie qu'on nous fasse. Donc, tu fais à l'autre ce que tu aurais envie qu'il te fasse et ensuite, il te le fait. Tu vois, Ouais. C'est le jeu du miroir. De sorte. Bon, mais là, on n'est plus dans la ménopause. Mais ça rejoint quand même parce que si on est bien dans la sexualité, la ménopause se passe. Oui, parce qu'on parlait de sécheresse vaginale de la ménopause. Voilà. On s'est un peu écarté, mais on était dedans quand même. Ouais. Bon, ben écoute, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ou tu as l'impression qu'on a fait le tour et que c'est complet? De toute façon, s'il y a encore des questions, peut-être les personnes peuvent les mettre en commentaire. Et puis, oui. On peut répondre. Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est une belle invitation. Comme ça, au moins, ça sera directement la bonne réponse à ce qu'on a besoin d'entendre. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup, Fabienne, pour ce moment partagé. C'était très intéressant, très agréable. Et puis ben, voilà, peut-être qu'on se retrouvera sur une autre vidéo, peut-être sur la sexualité féminine, qui ne sera pas forcément en lien avec la ménopause, mais avec toutes les femmes en général. Ça peut être un autre beau thème à partager. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Amélie. Allez, bonne journée à toi. Merci. Au revoir.